Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1 h 30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. À la rubrique Le Point de ce matin, nous allons momentanément laisser Haïti pour parler du conflit au Moyen-Orient avec les frappes israélo-américaines. On le sait, plusieurs centaines de personnes ont été déjà tuées dans le cadre de ce conflit. Le guide suprême iranien a été donc rapporté tué dans le cadre de ces bombardements. Nous avons ce matin sur le plateau de la rubrique des experts, des spécialistes en relations internationales. Le professeur Kurdi Larèche est avec nous. John Miller Beauvoir va participer à cette émission pour nous faire bénéficier de son expertise, de sa compréhension de la situation. Le lieutenant Emmanuel Paul, spécialiste également en relations internationales, est sur le plateau de la rubrique Le Point de ce matin et éventuellement on essaiera de voir autant que faire se peut les retombées possibles de ce conflit sur l'économie mondiale. Ces frappes-là, comme je l'ai dit il y a quelques instants, en Iran, ont déjà tué plus de 550 personnes en 2 jours, selon le Croissant Rouge. C'est un conflit qui s'étend déjà au Liban après les frappes israéliennes contre le Hezbollah. La Chine et la Russie appellent à un cessez-le-feu tout en restant à l'écart, tandis que les États-Unis parlent d'offensive extraordinaire. Donald Trump se réjouit, mais il faut aussi le préciser, l'offensive contre l'Iran lancée par le président américain divise en quelque sorte le mouvement MAGA. Accueillons nos invités. D'abord, professeur Kurdi Larèche, bonjour et bienvenue sur Métropole. Bonjour, bonjour à tous les participants à ce panel ce matin. Je salue notre ami de Canada qui est avec nous. Je suis vraiment content de partager ce panel avec lui. Je sais qu'il a beaucoup d'expertise dans ce domaine. Et je salue aussi notre lieutenant. Donc, Haïti ne manque pas de compétences comme on veut le faire comprendre. Nous sommes là, nous allons aborder ensemble les sujets qui fâchent et sûrement voir comment on peut pas exprimer, mais comment on peut espérer, je dirais, une sortie de crise plus ou moins heureuse pour le monde dans les mois ou les années à venir. Merci. Alors, John Miller Beauvoir, en plus d'être un spécialiste, il fait un travail, je ne dirais pas égal, mais semblable à ce que je fais ici à Métropole. C'est aussi un homme de radio qui présente à Radio-Canada, si je ne me trompe pas, une émission également hebdomadaire. John Miller Beauvoir, bienvenue, merci. Si j'ai commis des erreurs, n'hésitez pas à rectifier le tir. Bienvenue sur Métropole. Merci Wendell, ça fait un grand plaisir de te retrouver sur les plateaux de Télémétropole. On a eu une expérience très intéressante il y a de cela déjà une décennie. Hein? Mais merci, c'est dans un contexte d'un monde en plein changement, en pleine bascule. En pleine ébullition. En pleine ébullition, et vraiment qui fait tourner beaucoup de têtes. Et vraiment, c'est un plaisir de partager ce panel avec nos confrères et on va explorer et on va discuter sur un monde vraiment qui est en plein balbutiement et où l'ordre international qu'on a connu depuis 1945
totalement effritée et décrédibilisée. Et on est vraiment dans un contexte particulièrement difficile. Merci. Lieutenant Paul, vous êtes, en plus de votre formation en relations internationales, mais vous êtes aussi un homme des armes, je dirais. Et là, je fais allusion à votre titre de lieutenant. Et bonjour, bienvenue sur Métropole. Vous êtes à votre énième participation à la rubrique Le Point et c'est toujours avec plaisir qu'on vous accueille sur ce plateau. Bienvenue. Merci beaucoup, Wendell. Je salue tout le panel et je salue aussi les téléspectateurs et téléspectatrices de Radio et Télémétropole. Donc, oui, donc je suis content de partager ce panel avec les confrères. Nous allons parler d'analyse stratégique, notamment sur la situation internationale, qui est une situation à la fois préoccupante, mais aussi sur le plan des relations internationales du nouvel ordre mondial et aussi de la compréhension du monde. C'est aussi une situation intéressante à débattre. Merci. Ces frappes israélo-américaines ont déjà fait des victimes, notamment dans les rangs des Iraniens. Le guide suprême a été tué, vous le savez, des sites importants ont été déjà ciblés par ces frappes. Avec ces dégâts déjà enregistrés, peut-on déjà parler de victoire, pas pour les États-Unis à proprement parler, mais de victoire pour Donald Trump, qui est le principal instigateur de cette guerre, je dirais. Qui peut répondre à cette question? Professeur Kudila. OK. John Miller-Beauvoir, vous voulez répondre à cette question? Oui, en fait, pour Donald Trump, il a besoin d'une sorte de victoire symbolique, stratégique. Et en ce sens, la mort de l'ayatollah est quand même un geste fort du début de la guerre. C'est quand même les administrations américaines, républicaines ou démocrates, ont toujours qualifié ce régime comme un adversaire d'Israël, un adversaire existentiel pour Israël, mais aussi un adversaire pour les États-Unis. Mais la réalité militaire et géostratégique est beaucoup plus complexe. Et l'Iran s'est préparé à ce conflit depuis des décennies. Ils ont une stratégie en place et ils ne cessent de le répéter. Au-delà des hommes, au-delà de quelques personnalités aussi importantes qu'elles soient. Et le régime veut continuer à poursuivre sa stratégie. Et il s'agit d'une civilisation plusieurs fois millénaire. Ils ont une perspective du temps long. Et en ce sens, la mort d'un homme de 86 ans, et qui s'y était déjà préparé d'ailleurs, ne va en rien amener la fin des hostilités. Peut-être ça peut compliquer la situation pour les Américains parce que en assassinant le chef suprême de l'État, c'est le guide suprême, il est devenu un martyr et dans ces civilisations-là, dans ces cultures-là, assassiner le martyr, c'est un point de ralliement derrière une cause qui va au-delà de l'Iran. Et vous voyez, la stratégie iranienne, c'est d'étendre le conflit le plus que possible au niveau régional et infliger un maximum de peine aux Américains, notamment à travers ses bases dans la région, mais aussi au niveau de ses alliés et dans la région. Donc, et ce serait une erreur stratégique monumentale de la part des Américains d'Israël de croire que décapiter certaines têtes du régime serait équivalent à une victoire. Donc, c'est trop tôt pour célébrer et le combat ne fait que commencer. Et comme on l'a vu, les Américains et les Israéliens sont en train de subir des pertes énormes aussi. Alors, je vais voir ça avec le lieutenant Emmanuel Paul. Le fait pour les Iraniens de s'attaquer aux différentes bases américaines de la région,
Jusqu'où peut-on parler de stratégie qui risque effectivement d'affaiblir, je dirais, les Américains? Et normalement, il faut voir ça à deux niveaux. Et l'attaque contre les bases américaines et par les Iraniens, c'était prévisible parce que si vous regardez une carte, il y a tout autour de l'Iran des bases américaines, c'est-à-dire au Qatar, à Bahreïn et aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et plusieurs, et même au niveau de toutes les monarchies du Golfe. Par conséquent, toutes ces infrastructures, il y a des systèmes d'alerte précoce, des systèmes de radar, des bases d'aviation. Donc, les Iraniens veulent dans un premier temps mettre en difficulté ces bases pour forcer les Américains à utiliser d'autres bases logistiques plus éloignées. Ce qui va compliquer un peu la logistique parce qu'on parle maintenant d'utiliser la base de Diego Garcia qui était sous le contrôle des Anglais qui, dans un premier temps, refusaient son utilisation. Donc, ça complique un peu la logistique. Ça, c'est la première raison des frappes iraniennes sur ces bases-là. Mais la deuxième raison aussi, c'est essayer de provoquer une discorde entre les alliés arabes des États-Unis et les Américains. Parce qu'une fois que les dégâts se font sur le sol de ces alliés-là, ça va créer des problèmes au niveau économique. Parce qu'on sait que cette zone, c'est un hub économique. On a Dubaï, on a toutes les Émirats du Golfe il y a beaucoup de milliards qui sont en train d'être gérés avec cette fragilité. Donc, ça va poser un problème. C'est ce qu'on appelle un talon d'Achille. Donc, la stratégie est à deux niveaux. Provoquer un chaos logistique pour les Américains, mais aussi essayer de provoquer une discorde entre ces monarchies du Golfe et leurs alliés stratégiques américains en disant que, bon, finalement, cette guerre nous coûte à nous plus qu'on avait espéré. Merci, lieutenant. Professeur Larèche, Kurdi Larèche, quant à vous, est-ce qu'il y a lieu de croire à un probable conflit vraiment régional et qui risque même de s'étendre sur de nombreux pays? Je ne vais pas parler de guerre mondiale, de troisième guerre mondiale, comme certains gens prétendent à le dire, mais les risques d'expansion, professeur Larèche, est-ce que ces risques-là sont vraiment énormes? Moi, je dirais non. Dans un premier temps, alors, le lieutenant vient de le mentionner tantôt, presque toute la valeur marchande ou les biens économiques des dirigeants iraniens sont à Dubaï, sont dans les pays aux alentours, parce que les Iraniens sont sous sanctions américaines depuis des dizaines d'années et ne peuvent pas investir en Europe ou en Occident. Donc, ils doivent aussi protéger ces intérêts économiques-là. Et de fait, quand ils ont annoncé avoir frappé près de 27 bases américaines dans cette zone, ça n'a pas été une nouvelle parce que les États-Unis n'ont pas 27 bases. Les États-Unis ont à peu près 19 bases militaires dans cette zone géopolitique qui fait que aujourd'hui, où nous devons faire face à cette réalité de guerre, il y a à peine 14 ou 15 de ces 19 bases qui ont été touchées. Et là encore, ces bases n'ont pas été touchées de façon vraiment profonde puisqu'il y a des antimissiles qui ont intercepté à l'approche les missiles envoyés par l'Iran, ce qui fait que parfois ce sont des débris. C'est vrai qu'à Bahreïn, nous avons constaté que la base navale américaine a été vraiment touchée. À peu près 5 à 8 bases sont vraiment endommagées pour le moment. Mais la flotte de guerre américaine est d'une telle importance que la question logistique pourra se poser, mais pas immédiatement. Parce que les États-Unis se sont préparés aussi à ce conflit, comme l'Iran l'a fait tantôt. Alors, moi, peut-être que c'est un défaut professionnel, un petit peu aller dans l'histoire pour voir que, parce que les États-Unis n'ont pas toujours été en désaccord avec l'Iran. Les États-Unis n'ont pas toujours été en désaccord avec l'Iran. Si l'on
regarde en arrière le chat père et le chat fils après la révolution islamique 1979, les gardiens de cette révolution qui ont mis à leur tête l'ayatollah pour diriger ce pays, ils ont pris toute une autre direction, mais quand ils ont pris ce pouvoir à ce moment-là, en 1979, c'était avec l'appui des États-Unis, c'était avec l'appui de l'Angleterre. Mais au cours de route, il ne faut pas oublier aussi que le contexte de l'Iran, ça va faire qu'il y a un adage latin qui dit que si vis pacem parabellum. C'est-à-dire que si tu veux la paix, il faut préparer la guerre ou les guerres à venir. Donc, voulant préparer la guerre de 1980 à 88 entre l'Iran et l'Irak, depuis les années 81, quand l'ayatollah, le guide suprême qui vient d'être tué, a pris le pouvoir en tant que président d'abord, ensuite en tant que guide suprême à partir de 1989, il a commencé à préparer depuis 1981 un système pour que l'Iran possède l'arme nucléaire. Et là encore, les États-Unis étaient là, les États-Unis ont apporté le logistique, tout ce qu'il fallait pour aider l'Iran à s'enrichir sur le plan nucléaire, mais pas au point de pouvoir mettre en place des missiles ou bien de créer des bombes nucléaires. Donc, maintenant, dans cet objectif de préparer la guerre, l'Iran a passé vraiment beaucoup de temps à discuter avec d'autres puissances comme la Russie, comme la Chine, ce qui fait que les États-Unis se sont mis en désaccord avec l'Iran. Et là encore, d'autres négociations vont avoir lieu jusqu'en 2015, quand le président Obama a finalement obtenu cet accord avec ces pays, principalement l'Iran, pour que l'Iran arrête l'enrichissement nucléaire. En 2018, dès que le président Trump arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ce que les États-Unis se retirent de cet accord. Et depuis lors, l'Iran sait qu'il va entrer en guerre et commençait déjà à préparer cette guerre qu'on a aujourd'hui. Maintenant, j'ai envie de vous demander, messieurs, et à chacun de vous, ce conflit-là, est-ce que l'intérêt est géopolitique ou économique? Vous voulez répondre? Écoute, si vous me permettez, allez-y. Écoute, on dit souvent l'économique détermine le politique et en relation internationale. Et ça, les étudiants ont une relation internationale, ça, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts, c'est comme l'ABCDR. Il y a des intérêts économiques majeurs. Il y a aussi ce concept qu'on appelle hubris, là, des hommes d'État et puissants à un certain moment qui se lancent dans des aventures militaires. Par exemple, pour Netanyahou, c'est un objectif presque personnel. C'est-à-dire, Netanyahou croit dans cet aventurisme militaire et depuis des années. Donc, il trouve en Donald Trump un allié parfait pour se lancer dans ces aventures qui, quand même, font l'objet d'une volonté affirmée d'Israël depuis des années. Donc, il ne faut pas mettre de côté les réalités géostratégiques et géopolitiques des États-Unis. En fait, la Chine constitue un allié clé de l'Iran. Et un allié sur le plan énergétique. Donc, la nouvelle politique étrangère des États-Unis mise de l'avant par Donald Trump est nécessairement axée sur les sphères d'influence, les zones d'intérêt. Si vous avez vu la politique de défense, la stratégie de défense qui a été publiée à la fin de l'année dernière, et ils ont réactivé la doctrine Monroe pour le continent américain.
Et dans cette région du monde, ils veulent avoir accès aux ressources au Moyen-Orient et mener la compétition stratégique vis-à-vis de la Chine. C'est un élément stratégique, mais c'est un mélange. Pour Israël, ça a toujours été une volonté affirmée de faire cette guerre avec l'Iran. Pour les États-Unis, je pense que Donald Trump, et lui, il l'a dit aussi, et avec son succès, je dirais, relatif, avec la capture de Maduro, il a pris confiance et il se lance dans ses aventures militaires au Moyen-Orient. Oui, et au point, ça coûtait très cher. On rapporte même qu'il souhaite un troisième mandat. Alors, retrouvons par exemple le lieutenant, selon vous, l'intérêt économique et stratégique, géopolitique, Emmanuel Paul? Oui, on dit souvent que l'argent est le nerf de la guerre. Donc, il faut comprendre que nous parlons d'une zone, et je vais parler du Grand Moyen-Orient, où il y a beaucoup de ressources naturelles, notamment l'énergie. Donc, on dit, il y a professeur Charles Gave qui aime dire que l'économie, c'est l'énergie transformée. Donc, là où il y a l'énergie, donc il y a beaucoup d'intérêts économiques. Donc, on parle de réserves pétrolières mondiales, on parle de réserves de gaz naturel, et on parle aussi d'autres types de ressources naturelles qui existent dans cette zone-là. Par contre, c'est vrai que l'argent, c'est le nerf de la guerre, l'économique prime, mais il y a dans la conduite des opérations, dans la conduite des stratégies, il faut avoir un regard sur la géographie et l'histoire. Donc, on dit souvent, l'histoire, ça détermine plein de choses. Donc, vous avez là l'Iran qui est conscient qu'il est une civilisation plurimillénaire, comme l'avait souligné le professeur Beauvoir, et aussi, c'était un ancien empire, c'est l'empire perse. Donc, ils sont bien imbus de leur histoire. Mais aussi, Israël, qui souvent parle des terres bibliques et aussi donc, tout ça rapporte à l'histoire. Donc, il y a une dimension historique et même, je dirais, eschatologique, parce qu'il y a aussi beaucoup d'approches religieuses et de considérations bibliques de la fin des temps, etc. Donc, il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte dans l'analyse de ce conflit. Mais d'une manière générale, ce sont les intérêts qui font bouger les choses. Parce que pour l'instant, les Américains sont confrontés à ce qu'on appelle un piège de Thucydide. C'est-à-dire, c'est une puissance qui est en position depuis plusieurs décennies, qui se fait talonner par une autre puissance, et je veux parler de la Chine. Donc, arrivé à ce moment-là, il doit prendre des mesures pour essayer de distancer la Chine. Donc, pour le faire, il faut essayer de couper l'herbe sous ses pieds. Donc, or, le Moyen-Orient, c'est un terrain de chasse privilégié, parce que là, les Chinois qui consomment beaucoup d'énergie ont beaucoup d'intérêt dans cette zone. Couper la Chine de cette zone avec une reconfiguration du Moyen-Orient en faveur des Américains, c'est un objectif que s'est fixé le nouveau pouvoir américain. Donc, par conséquent, il faut voir ce conflit, premièrement, sur le plan strictement économique, mais en sous-bassement, il y a la géographie et l'histoire. Ce qui n'est pas sans conséquence sur l'économie mondiale. On verra ça un peu plus tard. Mais avant, je voudrais voir avec le professeur Larèche, avant d'observer la pause, son point de vue par rapport, ou encore une réponse par rapport à la question que j'ai posée, à savoir l'intérêt de ce conflit, est-il géopolitique, géostratégique ou tout simplement économique? Professeur Larèche. Bon, évidemment, Wendell, c'est géopolitique et stratégique, puisque l'Iran représente, je dirais, est en troisième rang au niveau des réserves de pétrole mondial. Ça veut dire que c'est important pour les États-Unis de contrôler cette sphère-là. Deuxièmement, la raison pour laquelle que les États-Unis ont déclaré
avoir été dans la légalité en envahissant l'Iran, en bombardant l'Iran, c'est qu'il faut empêcher à l'Iran de détenir l'arme nucléaire, de pouvoir continuer à enrichir son arme nucléaire. Jusqu'à présent, ils sont entre 50 et 60% d'enrichissement. Une fois arrivés à 90-95%, ils seront en mesure de fabriquer n'importe quelle bombe nucléaire. Donc, ça, c'est sur le plan stratégique et géopolitique. Mais maintenant, sur le plan économique, oui, les États-Unis veulent avoir de l'argent, veulent avoir de l'emprise sur les transactions financières parce que depuis des décennies, la Chine, la Russie font des transactions vraiment énormes avec l'Iran sur le plan énergétique. Alors, il ne faut pas oublier que l'Iran, c'est un État théocratique qui est dirigé principalement par l'ayatollah, le guide suprême Ali Khamenei, qui pèse à lui seul 95 milliards de fortune. Donc, il y a beaucoup d'intérêts économiques en jeu, et dans les mois à venir ou dans les semaines à venir, les États-Unis vont dans les pays du Golfe où ses richesses sont, où son argent, où ses investissements, on va les saisir, on va mettre des sanctions, etc. Donc, il y a beaucoup de choses en jeu pour les États-Unis dans cette affaire. Sans oublier la famille Trump aussi, qui investit dans le domaine des énergies et qui souhaite, en quittant la Maison-Blanche, laisser un héritage colossal à sa famille. Merci, professeur Kyodi Larèche, John Miller Beauvoir, lieutenant Emmanuel Paul. Merci à chacun de vous. On va observer la pause et puis on revient tout de suite après. On parlera des conséquences justement de ce conflit sur l'économie mondiale. Jusqu'où Haïti peut en pâtir, par exemple. Et puis le rôle des alliés dans ce conflit. J'aurais donc à voir ce point aussi avec vous. Tout cela après la pause. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole ce matin avec nos invités. Merci d'être encore fidèles, d'être encore là avec nous. On vous retrouve dans un instant. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin avec nos invités. Kyodi Larèche, John Miller Beauvoir et Emmanuel Paul. En fait, les menaces d'attaque sur l'Iran ont fait naître de nombreuses spéculations. On pensait que ça allait provoquer un conflit vraiment régional avec l'implication de la Corée du Nord, de la Russie, la Chine, avec sa position mi-figue, on n'en parlait pas certainement. Mais on croyait que depuis même le début des hostilités, des pays alliés, entre guillemets, allaient s'impliquer dans ce conflit. Professeur Larèche, est-ce que vous pensez que c'est à tort de croire ou encore de penser que les alliés pourraient s'impliquer dans ce conflit? Je pense que oui, Wendell, d'abord parce que sur le plan géostratégique, depuis au moins la dernière décennie, on a compris que la Russie a fragmenté le processus de guerre. Maintenant, quand on veut rentrer en guerre, on cherche à aller indirectement en guerre avec un autre pays au lieu de faire une guerre directe. Tous les autres pays ont tellement d'intérêt en jeu qu'ils n'ont aucun intérêt à rentrer en guerre parce qu'ils auront beaucoup plus de choses à perdre, puisque la mondialisation, l'interconnexion entre les États font que ces choses-là sont très importantes pour les États et on ne va pas risquer juste parce qu'on est allié et on va déclarer la guerre. Donc, on a vu l'exemple. Pourquoi Cuba n'est pas rentré en guerre avec les États-Unis après la prise de Maduro? C'est un allié sûr du Venezuela. Il y a tant d'autres alliés encore là. Mais il n'a pas la capacité non plus il n'a pas non plus la capacité, professeur. La Russie, c'est un allié du Venezuela.
pourquoi les États-Unis ne sont pas entrés en guerre avec la Russie quand la Russie a envahi l'Ukraine? Pourquoi la France n'est pas entrée en guerre? Mais ce sont des alliés. Mais en dehors d'être alliés, ils ont aussi leur propre intérêt intrinsèque. Il faut protéger leur État, il faut protéger leur nation, mais surtout leurs réserves. Parce qu'aujourd'hui, après avoir supporté de façon indirecte la guerre en Ukraine, la France se retrouve dépouillée. Si un autre État aujourd'hui envahit l'Europe, je vous dis grandement, la Grande-Bretagne et peut-être l'Allemagne pourraient tenir quelques mois, mais la France ne pourra pas tenir même 2 mois ou 3 mois en guerre parce qu'ils n'ont pas de réserve. Ils sont en train de reconstruire maintenant, de voir comment on peut faire la guerre, mais de façon indirecte. La deuxième chose pour finir, depuis George Bush, nous sommes rentrés dans l'ère où la guerre est préventive. Ça veut dire qu'il n'y a pas de guerre surprise ou pas? Ben, la guerre ne peut pas être surprise parce qu'elle est tellement préparée à l'avance que si on veut être en paix, comme on l'a dit tantôt, il faut toujours préparer la guerre. Donc, un pays qui a des dirigeants conséquents, des dirigeants qui font leur travail, automatiquement, on saura avec qui on a des problèmes et on sait à quel moment, même si on ne connaît pas l'heure ou le jour exactement, mais on s'attend à ce qui doit arriver. Et le professeur Pouvoir l'a dit tantôt. L'Iran est prêt. L'Iran est prêt depuis des années pour cette guerre qui se fait. Donc l'option de guerre mondiale, de troisième guerre mondiale, par l'utilisation des armes nucléaires, cette option est nulle? Ce serait un suicide général. Parce que tous les grands pays qui ont l'arme nucléaire, c'est l'arme de dissuasion. Sachant que si je vous attaque, je vais mourir en même temps, je n'ai pas intérêt à le faire. Prenons la réaction des autres invités. Et John Miller-Beauvoir, vous avez un mot à placer dans cette phase-là de nos discussions? Mais sur 2 choses, je vais peut-être contredire mon ami Kurdi sur la question des armes nucléaires. Je pense que c'est un prétexte fallacieux et mis de l'avant par ceux qui ont attaqué l'Iran. Et il s'agit d'une guerre d'agression, une guerre de choix, c'est comme ça qu'on les appelle, et en dehors de tout cadre légal, en fait, si on prend le droit international. Donc c'est une initiative unilatérale et conduite sous le prétexte d'aller détruire les armes nucléaires. Parce qu'il faut se le rappeler, Wendell. Il y a de ça quelques mois, Donald Trump, après avoir bombardé les sites nucléaires iraniens, il a déclaré qu'ils ont totalement oblitéré le programme nucléaire iranien. Il y a de ça quelques mois. Donc, de ces 2 messages, il y en a un qui est et qui n'est pas vrai. Et l'autre élément, la notion de guerre préemptive ou de guerre préventive, et là Kurdi a raison, c'est une invention et des Occidentaux qui n'a aucune justification légale. En fait, la guerre préventive, elle est illégale. Dire que je pense que vous êtes en train de préparer une attaque, ou bien parce que vous avez tel type d'arme, vous serez en mesure de m'attaquer dans 3 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Donc ça ouvre la voie au chaos qu'on est en train de vivre actuellement. Donc les États-Unis l'ont utilisé pour s'en prendre à l'Irak en disant que, bon, il y a des armes de destruction massive. Après, on a vu que c'était faux. Et la Russie a utilisé la même technique en disant que si on n'attaque pas l'Ukraine aujourd'hui, peut-être que dans 2-3 ans, l'OTAN va mettre ses armes nucléaires aux portes de la Russie. Donc, ce sont des stratagèmes pour détourner le droit international et arriver au stade où on est aujourd'hui, qui est littéralement le droit de la force. Donc, c'est à ça qu'on assiste aujourd'hui. Concernant le rôle des alliés, il faut dire qu'il y a un accord trilatéral entre la Russie, la Chine et l'Iran. D'ailleurs, ils ont fait
des manœuvres militaires, des exercices militaires aux alentours du détroit d'Ormuz, il y a de cela quelques semaines, justement. Mais les enjeux sont de taille. Ils ne vont pas s'en prendre directement, ils ne vont pas faire la guerre entre les grandes puissances, ne font pas la guerre entre elles facilement comme ça. Donc, mais c'est sûr que la Chine appuie l'Iran en termes d'intrants pour la fabrication des armes et aussi en termes d'intelligence, de partage d'intelligence, d'informations militaires. Donc ça, c'est en cours. Et la Russie, pour sa part, elle est prise dans un bourbier ukrainien et elle n'a pas cette capacité de projection sur la scène internationale aujourd'hui. Si vous permettez, Wendell, je pense que finalement, mon ami ne m'a pas contredit parce que c'est la suite de mon idée quand j'ai évoqué que... Votre ami vous a complété tout simplement? La guerre préventive, c'est justement là qu'elle nous mène vers l'irrationnel. Donc, c'est pas légal, c'est contraire à la Charte des Nations Unies, c'est contraire aux conventions de Vienne, c'est contraire aux règles diplomatiques, etc. Là, on est d'accord. Et d'autant plus que les chefs d'État bénéficient de l'immunité diplomatique tant qu'ils exercent leurs fonctions. Donc là, je pense que nous sommes d'accord, sauf que le casus belli dans ce cas a été pour l'Iran les soulèvements sociaux, les mouvements sociaux qui ont eu lieu que le guide suprême n'a pas pu contenir depuis des mois. Et c'est ce qui a donné l'occasion aux États-Unis de profiter pour déclarer cette guerre illégale aux États-Unis. Alors, merci. Alors, voyons avec le lieutenant Paul. Lieutenant Paul. Oui, je voulais ajouter deux choses, notamment sur la question des alliés, aussi sur la crainte de débordement et du conflit en Troisième Guerre mondiale, donc comme on peut le craindre. Premièrement, il y a une précision à faire sur la question des alliés. Il y a différence entre partenariat stratégique et alliance militaire. Par exemple, il y a l'OTAN, qui est une alliance militaire dirigée par les États-Unis. Donc, il y a une clause dans cette alliance, qui c'est l'article 5, qui, de toute manière, si un pays est attaqué, donc tous les autres pays de l'alliance ont pour devoir de le défendre. C'est une clause, et même contraignante. Tandis que pour les partenariats, il n'y a pas ça. Les partenariats, c'est qu'on a un partenariat stratégique qui peut être dans les domaines économiques, et même de défense. Donc, on peut vous vendre des armes, on peut vous assister, mais on n'a pas l'obligation de venir vous défendre si vous êtes attaqué. Et dans le cas de l'Iran, il faut dire que l'Iran est très sensible pour sa souveraineté. Parce que ce qu'on doit savoir, quand on est dans une alliance militaire avec une puissance supérieure, on perd une certaine partie de sa souveraineté. Donc, par exemple, les membres de l'Alliance Atlantique n'ont pas la totale liberté de faire ce qu'ils veulent parce que de toutes les manières, ils sont dans une alliance militaire avec les Américains et ce sont les Américains qui jouent le rôle de grand frère. Donc, ce sont les Américains qui dictent en grande partie le tempo. Donc, et dans ce cas-là, les Iraniens, pour préserver leur souveraineté, parce qu'ils sont très imbus de leur histoire, ils sont très fiers. Donc, ils n'ont jamais franchi le pas d'alliance militaire avec quiconque. Okay. Et même au moment de la guerre avec l'Irak, où l'Irak était supporté par plein d'autres pays, ils n'ont pas eu d'alliance militaire. Donc, ce qui fait qu'il s'agit de la Russie, qu'il s'agit de la Chine, ils n'ont pas une obligation légale de venir défendre militairement l'Iran quand il est attaqué. Et c'est aussi le cas pour le Venezuela. Bon, d'autant plus que le Venezuela était très loin de l'étranger et proche et de la Russie, donc ça aurait été très difficile. Est-ce que cette attitude ne fait pas l'affaire des Américains aussi? Non, ce n'est pas une question de faire l'affaire des Américains. Donc, je vais prendre un autre exemple. Il y a l'équivalent de l'Alliance Atlantique. Au temps de la guerre froide, il y avait le pacte de Varsovie.
il y avait tous les pays du bloc de l'Est qui étaient regroupés dans une alliance militaire avec l'Union soviétique. Maintenant, après la chute de l'Union soviétique, le pacte de Varsovie a été démantelé et beaucoup de pays qui faisaient partie du pacte de Varsovie maintenant se retrouvent dans l'OTAN. Mais il y a un résidu de ce pacte qu'on appelle Organisation du traité de sécurité collective, qui contient la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan et certains autres pays de l'ex-Union soviétique. Eux, ils sont dans une alliance militaire. Si aujourd'hui on attaque la Biélorussie, la Russie va réagir militairement parce qu'il y a une clause légale. Tandis que pour les autres pays, c'est différent. Et ça aussi, c'est une fenêtre d'opportunité pour les autres puissances d'attaquer. Parce que si seulement il y avait cette couverture du parapluie nucléaire russe sur l'Iran, le problème ne serait même pas posé. OK. Monsieur, on va finir malheureusement. Il ne nous reste que 3 minutes pour terminer. Mais avant, si on vous pose la question à savoir en quoi cette guerre nous concerne, si ce conflit a des conséquences sur l'économie mondiale, est-ce que directement ça va nous concerner? Est-ce que nous allons peut-être être affectés par ce conflit? Si vous voulez répondre à cette question, lieutenant Paul, allez-y, mais soyez très bref, le temps de permettre aux autres intervenants de placer un mot aussi à cette question. En quoi cela nous concerne? Est-ce que nous courons le risque de souffrir de ce conflit économiquement? Bien entendu, premièrement, avec cette crise, il va y avoir, ça a déjà commencé, une augmentation du prix de l'énergie dans le monde. Et nous sommes un pays consommateur, nous ne sommes pas producteurs, donc cela dit, s'il y a augmentation des prix, donc ça va répercuter sur le marché local. Il va y avoir aussi des contraintes logistiques, des perturbations dans les chaînes logistiques et chaînes d'approvisionnement. Encore une fois, nous sommes un pays totalement dépendant de l'étranger. Donc, s'il y a un problème au niveau de nos fournisseurs, on n'est pas en vase clos. Justement, en plus qu'on n'est pas en vase clos, mais on est quasiment dépendant des approvisionnements étrangers. Donc, s'il y a un problème au niveau international sur les approvisionnements, ça va directement nous affecter. En tout cas, il va y avoir des implications au niveau national. Mais de toutes les manières, on doit suivre l'évolution de la situation pour voir en quoi et comment ça va nous affecter. John Beauvoir. Oui, absolument. Donc, le pétrole est une ressource stratégique et transversale. Donc, avec ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, il y a beaucoup de transporteurs qui ne pourront plus traverser. Et puis, il y a aussi des raffineries de pétrole qui ont littéralement été incendiées et qui ne fonctionnent plus. Donc, quand on parle du coût de l'énergie, il y a la répercussion sur tous les autres produits qui en découlent. Donc, il y a ça aussi. Et puis, l'autre élément, c'est que, bon, Haïti fait partie du monde, que l'on veuille ou non. Un pays, aussi petit soit-il, doit avoir une politique étrangère, doit avoir une posture internationale. Donc, bon, Cordy Laroche peut en parler, il a fait une expérience de la diplomatie haïtienne. Et moi, mon plus grand problème avec mon pays, c'est cette absence de voix sur la scène internationale. Et cette absence de positionnement stratégique sur les grands enjeux du monde. Et je pense que ça pose problème. Et il fut un temps où Haïti, vu son histoire, vu notre formation historique, vu notre rôle et dans le sud global, avait une voix qui portait dans les espaces. On pouvait donner le temps. On pouvait donner le temps. Exactement. Dans les espaces multilatéraux et aux Nations Unies, mais aussi au niveau de la région. Donc, Haïti doit pouvoir se définir, notamment dans ce nouvel ordre mondial qui est en train de se dessiner sous nos yeux. Donc, Haïti est important dans ce domaine et il faut que la voix d'Haïti porte. Merci. Professeur Larèche, Cordy Larèche, vous concluez pour nous tout en répondant à la question.
C'est un plaisir de conclure parce que aujourd'hui nous sommes à une ère nouvelle et le monde est en train de changer. Je vais vous dire sincèrement, Wendell, nous sommes face à un changement graduel d'un monde où on était habitué à vivre en paix. Parce que ma génération, par exemple, n'a pas connu la guerre. Autre encore. Donc, nous apprenons à vivre dans cet état-là. Et il ne faut pas oublier que Donald Trump, le président américain, lui, il est un conservateur sur tous les domaines. À tous les niveaux, c'est un conservateur. Ce qui est en train de se faire là maintenant rentre dans une logique de conservation. Il parle de la société, de l'économie, de tout. Il veut conserver. Il a retiré les États-Unis de l'accord sur l'environnement, sur le protège vert, etc. C'est la suite qui est en train de se faire. Automatiquement, on ne croit pas dans la biotechnologie, on ne croit pas aussi dans le développement des choses, du développement durable. Eh bien, on va vers le pétrole. Le pétrole, c'est la ressource sûre pour Donald Trump pour conserver une emprise américaine sur l'économie mondiale. Et aujourd'hui, nous pouvons nous attendre à des prix élevés dans les jours à venir, car plus de 20 à 25% du trafic international passe par ce détroit-là et nous allons payer le prix. Nous allons forcément payer le prix. Haïti doit se positionner, mais j'ai envie de vous dire, le peuple a le gouvernement qu'il mérite. Merci beaucoup, professeur Larèche, Kurdi Larèche, John Miller Beauvoir, lieutenant Emmanuel Paul. J'étais très content de ce shit attendé, entre guillemets, qu'on a eu ce matin. Question d'apporter ces informations au public de Métropole. C'est un plaisir de vous écouter avec attention et nous avons appris beaucoup de choses aussi de vous, messieurs. Merci encore une fois. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt, j'espère. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de ce matin avec nos invités Kurdi Larèche, John Miller Beauvoir et Emmanuel Paul. Merci de nous avoir suivis, madame, monsieur. Bonne journée, bonne semaine, bon mois de mars à chacun de vous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.